Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Alena qui va nous parler de son parcours avec le yoga, de comment elle s'est formée. Elle est partie en Thaïlande, puis dans un ashram où elle s'est retrouvée à nouveau en Thaïlande. Et puis cette fameuse maison des marronniers qu'elle a créée pendant le confinement avec son conjoint. En tout cas, elle nous en parle beaucoup mieux que moi, donc je vous laisse écouter cet épisode. Bonne écoute. Et en fait, j'ai vraiment mis l'enseignement qui m'a été transmis dans cet ashram dans ce que j'enseignais. Donc beaucoup plus moins rigide dans les alignements, beaucoup moins, dans tout ce qui était un peu rigide au niveau du yoga, on va dire, je l'ai relâché. Et ça m'a permis en fait d'explorer un peu plus toutes les pratiques très détendues comme le yin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où aujourd'hui on reçoit Alena pour nous parler de son parcours avec le yoga. Comment tu vas Alena? Tout va bien, merci de demander. Ça va très bien, je suis ravie de te retrouver pour parler de ton parcours parce que j'ai entendu parler de toi par d'autres profs justement que j'ai reçus dans ce podcast, donc c'est l'occasion de te découvrir et de parler de toi. Donc ma première question dans cet épisode c'est comment est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois et qu'est-ce qui en a découlé? Alors la toute première fois que j'ai rencontré le yoga, c'était, il y a longtemps, donc en 2000 peut-être 10-2011. Je travaillais donc, dans une agence de mannequins où j'étais, responsable de communication et j'avais une collègue qui était abonnée à un, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un abonnement culturel. Mmh. Et en fait, elle a eu, des places, pour, un événement Lolé, au, Grand Palais. Donc il y avait, plein de gens, habillés en blanc, qui faisaient du yoga et moi j'avais aucune idée de ce que c'était. Elle m'a donné les places et c'était un dimanche et j'y suis allée, mais alors sans savoir, du tout ce que c'était vraiment le yoga et sans avoir jamais pratiqué. Et donc j'y suis allée et j'ai trouvé ça très sympa. Bon après, c'est vrai que la prof était sur une estrade avec un micro, il y avait beaucoup de gens tout en blanc et en jaune et j'ai juste le souvenir que quand j'en suis sortie, je me sentais bien, mais ça m'a pas plus accroché que ça. C'était une bonne expérience, mais j'y suis pas revenue, avant, un moment. Alors je saurais pas te dire exactement quelle année. Je pense c'était 2015-2016. Je faisais un peu de babysitting, et j'accompagnais une petite fille, à son cours de danse et je suis tombée dans un centre à Paris, à Bastille, c'est le Centre des Arts et en fait, j'ai vu, plein de danse classique, à travers les vitres et moi j'en ai fait, pendant presque 15 ans et j'avais arrêté parce que j'avais déménagé et puis bon, pour une autre histoire aussi. Hem
Et en fait, ça m'a donné envie de reprendre la danse classique et donc j'ai repris des cours. Ça faisait de mes 18 ans à mes, on va dire, 25-26 ans, j'avais pas fait de danse classique et j'en avais fait pendant 15 ans. Donc j'avais tous les réflexes, tout ce qu'on sait faire dans la danse parce que vraiment c'est beaucoup de répétitions, pour, beaucoup de maîtrise et en fait, je pense que mon corps n'a pas suivi donc alors la danse, c'est quand même, classique surtout, c'est un petit peu à l'opposé du yoga. On s'écoute, mais il y a quand même une idée de performance et d'aller un peu plus loin et dans les premiers cours, ça allait bien et je suis tombée sur un prof qui était un ancien danseur de l'opéra, un monsieur, assez âgé qui avait une petite canne et tout et ça j'ai bien aimé le côté un peu, strict et du coup, ça m'a trop motivée et j'ai pris plusieurs cours. Sauf que je suis allée un peu vite et je me suis fait mal au genou Oh mince. et heu et les cours de il y avait une autre, prof de danse classique qui donnait des cours de danse classique et que j'allais voir et elle m'a dit: «Ah mais tiens, moi je donne des cours de yoga, ça te dit de venir, pour ton genou?» et j'ai dit: «Bah, pourquoi pas?» Et en fait, ces cours étaient absolument géniaux et ça m'a permis de réparer un petit peu mon genou. Alors j'ai aucune idée de ce que j'avais juste un peu mal et en fait, je suis tombée amoureuse de la pratique, de cette prof de danse. Je crois qu'elle a même pas de diplôme de yoga, mais elle était vraiment enfin, ses cours étaient super et on avait à peu près le même âge donc c'était très stimulant et c'est comme ça que vraiment je me suis mis au yoga, de manière régulière et voilà donc et c'était à une époque, justement où j'avais un peu plus de temps et c'était une époque de remise en question, parce que je venais de enfin, ça faisait presque 1 an que j'avais fait un burn-out et je ne savais pas trop, ce que j'allais faire, et où j'allais aller et du coup, ça m'a permis de me recentrer un petit peu et j'avais aucune idée de si j'allais continuer bien sûr le yoga, heu, dans un domaine professionnel ou non. Voilà, mais donc OK. voilà. OK, c'est super intéressant. La danse, effectivement, il y a pas mal de profs qui sont aussi passés par là et c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même exigence, en yoga qu'en danse, bien au contraire. Mais souvent, c'est complémentaire. Enfin, quand on a envie de retrouver un peu de mouvement ou quand, on peut plus faire de danse parce que, on se trouve peut-être, on se tourne peut-être vers le yoga, vinyasa qui est, dans le mouvement aussi et on retrouve un peu cette créativité. Mais c'est quand même 2 disciplines bien différentes. Ce que je voulais savoir, c'était du coup, pendant cette période, donc tu as retrouvé finalement le yoga par rapport à ta première fois d'avoir pratiqué. Tu parles de cette remise en question, c'était par rapport à ton travail du coup en tant que communicante, pour, le mannequinat, c'est ça? Ou qu'est-ce qui s'est passé, à ce moment-là? Alors entre-temps, j'avais déjà changé de travail. D'accord. En fait, en France, malheureusement, on peut pas trop faire de pont, j'avais déjà une remise en question du fait de travailler dans la mode. Je suis vraiment arrivée dans la mode par hasard, hein. C'était pas un choix, c'est vraiment j'ai envoyé un CV et puis on m'a pris et voilà et j'ai bien une formation de communication et dans ma première expérience de la mode, je me suis occupée de la communication, mais aussi du scouting. Donc c'est le fait de chercher des mannequins, d'aller, sur des festivals, d'aller, à l'étranger et rencontrer d'autres agences de mannequins et puis, de scouter, de chasser des mannequins. Donc c'était ma 2e casquette et puis finalement l'agence a fermé. Alors je me rappelle plus de l'année où ça a fermé, mais je me suis retrouvée au chômage et j'avais déjà, cette première remise en question. Heu, J'étais accompagnée alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais on est assez encadré quand il y a un licenciement économique. Donc on a pas mal de formations et cetera et c'était déjà à cette époque-là, alors je crois que c'est vraiment 2015 à peu près ou 2014 où en fait, déjà j'avais fait un bilan de compétences. Je voulais plus travailler dans des galeries d'art, quelque chose de plus, qui me parlait plus en tout cas et c'était super difficile de trouver un travail
en dehors de la mode, en fait. Et donc je suis presque allée jusqu'à la fin, de mes indemnités et au bout d'un moment, bah, vu que je trouvais toujours pas de travail, j'ai finalement renvoyé un CV dans les agences de mannequins et 1 semaine après, j'étais déjà embauchée. Donc c'est vrai que, bah, quand on a de l'expérience dans un domaine, on est facilement embauché dans ce domaine-là, mais c'est plus difficile, de faire un pont ailleurs. Et donc je suis retournée dans la mode un peu et surtout dans les agences de mannequins un peu à contre-cœur et mon nouveau métier, celui qu'on m'a proposé en tout cas, c'était de développer un pôle numérique, dans une agence, qui regroupait donc 2 agences de mannequins, une agence événementielle, une agence de production et une agence de voyage. Donc c'était un gros groupe, c'était un gros challenge et moi j'adore les challenges, heu, au niveau professionnel en tout cas et j'ai accepté et en fait c'était très motivant, très stimulant en fait, de partir de zéro et de construire une identité un peu numérique, sur tous ces pôles-là et d'accompagner aussi des clients parce qu'eux, ils faisaient pas mal de recommandations pour des grandes marques, et des institutions, bien installées. Donc j'avais plusieurs projets d'accompagnement en interne et en externe, sauf que, ils n'avaient pas vraiment pensé à ce que ça représente comme travail. Parce que voilà, dans leur tête, c'était juste jouer un petit peu, sur Facebook et sur Instagram et sauf que ça représentait vraiment énormément de travail. J'ai eu des stagiaires, mais ça suffisait pas. J'ai eu des assistants, mais ça suffisait pas et en fait, disons que quand j'étais vraiment accompagnée par des personnalités, qui étaient compétentes, en stagiaire, c'était super, mais dès que j'arrivais à reformer des gens, ça me je me sentais très vite débordée et ça a fini par un burn-out. Voilà, donc j'ai tenu, pas longtemps, 1 an et demi dans cette entreprise et en fait, le burn-out, c'était pas quelque chose, qui était, on va dire il y a certaines personnes qui disent a posteriori, j'ai remarqué que c'était un burn-out. Là, c'était vraiment un burn-out, c'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillée et je n'avais plus, l'usage de mes jambes. J'ai fait vraiment une paralysie, mentale et ça veut dire beaucoup de choses. Je c'est vraiment mon corps qui refusait d'aller, au travail. C'est la première fois que c'est le corps qui a parlé avant le mental. Et c'est vrai qu'à partir de là, bah, j'ai beaucoup paniqué, on va dire. J'ai appelé le SOS médecin, enfin toute une histoire. Mais j'ai bien retrouvé l'usage de mes jambes et dans la journée, hein, ça a pas duré longtemps. Par contre, je sais qu'il y a certaines personnes ne le retrouvent pas aussi vite. Mais donc je suis allée voir plusieurs médecins et je savais pas ce qui m'arrivait. J'avais vraiment l'impression d'être très malade, mais sauf que j'avais rien et et puis, en allant voir un médecin, on m'a dit d'aller voir, un psy et puis c'est cette personne-là qui m'a dit que j'étais arrivée à un épuisement profond et du coup, je me suis fait accompagner et il m'a dit qu'il me devait m'arrêter et moi j'étais là, «Non, non, mais il faut pas m'arrêter, je dois être là», je me sentais vraiment indispensable, pour le coup, et je pense que, vu que l'équipe était très réduite, j'étais un peu indispensable pour le coup, mais je me rendais pas compte que le monde, s'arrêterait pas de tourner si j'étais pas là. Donc c'est vrai qu'il m'a dit: «Bah, écoutez, je vous arrête 1 semaine et vous verrez après» et en fait, au bout d'1 semaine, j'ai réalisé que en fait, ça change rien et de là, j'ai réalisé qu'il fallait que je trouve, quelque chose et en fait, l'entreprise dans laquelle je travaillais m'ont dit que c'est soit je démissionnais, soit je revenais. Parce qu'eux, ils n'aimaient pas laisser partir les gens et je me suis retrouvée dans une grosse pression du fait de soit revenir, soit démissionner et vu que j'avais aucune idée de ce que je pouvais tout simplement faire dans ma vie, c'était une période vraiment très, très stressante, parce que je me sentais coincée. En fait, j'étais en CDI, j'étais vraiment coincée, j'avais peur d'être, un peu mise au placard si je revenais, enfin, c'était vraiment,
psychologiquement, c'était une grosse pression et finalement, c'est la médecine du travail qui a fini par intervenir et faire un licenciement pour faute, comment ça s'appelle? Pour motif médical. Voilà, donc et c'est vrai qu'à partir de là, donc ça, c'était en 2017, je j'ai vraiment tout remis en question, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le sens de ma vie? Je peux plus travailler dans le milieu du mannequinat, et je ne savais pas quoi faire, en fait et surtout à cette époque-là, j'ai complètement, déconnecté de tous les réseaux sociaux, mais vraiment tous les réseaux sociaux, heu, l'intégralité, de tout ce qui pouvait être numérique. Parce qu'à chaque fois que j'avais une notification, j'avais une réaction physique, c'est-à-dire que je vomissais. Donc c'était vraiment, assez intense. Donc du coup, j'ai vraiment tout arrêté et j'ai passé hors ligne 1 an et demi. Voilà, donc voilà et pendant ces 1 an et demi, j'ai exploré pas mal de choses, dont le yoga. OK, c'est hyper, enrichissant. Alors je t'ai pas coupé parce que j'étais un peu, enfin je te faisais des oui avec la tête, personne ne verra du coup et des grands yeux ou voilà, mais c'est hyper, intéressant ce que tu racontes et impressionnant aussi de voir, par quelle phase on peut passer et comment le corps peut, intervenir, par rapport au mental. Parce qu'on est dans une société où on vit énormément avec ça justement. Et on pense que, bah, en fait, notre mental pourra toujours prendre le dessus alors qu'en fait, il y a un moment où non. Finalement, il nous dit quand même stop, enfin notre corps nous dit stop et réagit. Du coup, ça m'intrigue sur, bah, la suite. On a envie de savoir ce qui s'est passé par la suite. Comment tu as, su que c'était vers le yoga que tu avais envie de te tourner et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, quel a été le cheminement? Alors, je sais plus exactement. Je t'avoue que, cette période est un peu floue dans ma mémoire, donc je saurais pas exactement chronologiquement si c'est correct ou pas. Parce que je pense que quand on vit un traumatisme, il y a pas mal de choses qui s'effacent. Alors j'avais écrit des choses, hem, mais bon, c'était pas enfin, c'est pas très net. Donc si chronologiquement c'est incorrect, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. En tout cas, bah, déjà j'étais dans une situation financière, compliquée, parce que, parce que j'étais encore coincée dans l'entreprise et j'étais indemnisée sur 2 mois et ensuite c'était l'assurance maladie qui a pris le relais et donc en vrai, j'avais, encore un prêt étudiant, enfin j'avais pas mal de frais et je me suis très vite retrouvée, bah, dans une situation financière compliquée, donc j'ai fait un peu de babysitting à côté, parce que les enfants, ça me faisait vraiment du bien. Ça me reconnectait déjà à moi, enfant, faire des choses simples, jouer, et tout ça et donc l'une des petites filles donc que j'avais raccompagnées, c'est elle qui m'avait amenée à cette prof de danse et en fait, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de barre au sol quand j'étais jeune et je trouvais que le yoga ressemblait beaucoup à la barre au sol et j'adorais ça, quand j'étais plus jeune, hein et du coup, le fait de retrouver la barre au sol et en cours et aussi, de le transférer en yoga, ça m'a vraiment beaucoup plu mais par contre, j'avais vraiment pas, pour idée d'être prof de yoga à ce moment-là. Je faisais juste, bah, de la danse et du yoga après m'être fait mal au genou et c'est vrai que ce que disait, ma prof qui s'appelle Tina Nazika, elle continue à enseigner la danse et je crois qu'elle est entre Paris et la Grèce en ce moment qu'est-ce que je voulais dire? Et donc hem et donc oui, elle les petits mots qu'elle disait à la fin du cours, au début du cours, alors je me rappelle plus exactement ce que c'est, m'ont poussée un petit peu à me renseigner sur le yoga et en fait, le 1er livre que j'ai trouvé, c'est le livre orange, Asana, Pranayama, Bandha, oui, moi je crois que je me suis arrêtée là et Mmh. en fait, donc j'ai commencé par ce livre que j'ai trouvé, dans une librairie de yoga et en fait, il était directement en français et donc j'ai commencé à explorer un petit peu par ce livre-là,
le nom des postures, leurs bénéfices thérapeutiques et cetera et parce que en fait, ce qu'enseignait, Tina, bon, il y avait pas toutes ces dimensions-là et donc j'ai exploré par ce biais-là et ensuite, je me suis un peu plus intéressée à la philosophie, dont je n'avais absolument pas idée. Je pensais que vraiment le yoga, c'était que, un sport un petit peu de vieux et et c'est vrai que, en comprenant mieux la philosophie, en m'intéressant un petit peu plus à tout ça, bah, ça m'a vraiment intéressée, le pont entre le corps et le mental. Exactement ce que j'avais perdu, bah, quand je m'étais vraiment déconnectée de moi et alors je sais plus comment et pourquoi, mais je me suis vraiment mis, à fond, dans là-dedans, mais en parallèle, j'ai exploré surtout, tout ce que je savais faire. C'est-à-dire qu'à côté de mon travail, je peignais beaucoup, j'avais fait plusieurs expos et je pensais vraiment, m'orienter peut-être dans l'illustration ou la peinture ou l'art-thérapie et donc j'étais plus intéressée dans une plus ou moins reconversion là-dedans. Mais jamais j'aurais imaginé, de faire une reconversion dans le yoga. Sauf que donc en explorant un petit peu, tout ce qui était formation de yoga, bah, je suis tombée sur un site qui s'appelle Book Yoga Retreat et finalement il y a plein, plein, plein de formations que j'ai découvert. Je me suis dit: «Tiens, au lieu de faire, une retraite de yoga, j'ai du temps, bah, je vais faire une formation» et j'avais jamais voyagé, très loin. J'avais jamais pris l'avion, de plus de 3 heures. Là, je sais pas pourquoi, en fait, j'étais attirée par, une école en Thaïlande. Je pense que c'est parce qu'en fait, il y avait 2 professeurs russes et je trouvais ça rassurant parce que j'étais pas très, très forte en anglais. En fait, en tout cas, j'étais assez mal à l'aise en anglais, pour suivre une formation, comme ça de plusieurs semaines et je me suis dit: «Tiens, il y a 2 profs, qui ont l'air russes» et je me suis dit: «Si jamais j'ai un problème et ben, vu que le russe, c'est ma première langue, bah, je pourrais toujours m'adresser à eux si je me sens pas bien ou si je comprends pas ou» et voilà. Donc je me suis orientée là-dessus et je me suis dit: «Tiens, bon, on y va» et en fait, j'ai juste réservé la formation, pris mon billet et et oui et il y a eu une petite histoire, enfin une petite anecdote que je trouve assez, intéressante. Alors je suis pas à fond sur tout ce qui est synchronicité, je sais pas, mais je pense que quand il y a des choses qui s'alignent, c'est assez intéressant, on y prend plus attention. En fait, heu, j'ai une amie qui est photographe qui m'avait demandé un petit coup de main, pour des photos de bijoux et donc je lui ai filé ce coup de main parce que voilà, elle trouvait que mes mains étaient chouettes Mmh. et sur ce shooting, elle était avec un copain, qui était du Canada et qui était là, par hasard, pendant quelques semaines et heu et du coup, je lui disais: «Voilà, j'ai envie de partir, faire du yoga, je sais pas où, je sais pas si j'ai envie d'aller en Inde ou pas» et il m'a dit: «Ah mais attends, j'ai un copain, qui enseigne le yoga, il a ton âge, si tu veux, il est à Paris en ce moment et je peux te le faire rencontrer» et je lui dis: «Mais oui, mais bien sûr» et et donc ce garçon-là, Mika, il s'appelle, prof de yoga. Il a dit: «Ah bah, si tu veux, moi, je vais dans une boutique informatique là, si tu veux, on se parle 10 minutes» et j'ai dit: «Bah, OK» et c'est trop marrant parce que j'ai retrouvé dans une boutique informatique, c'était la première fois qu'il s'achetait un ordi à 32 ans et hem et et donc je lui ai posé des questions sur le yoga. Je lui ai dit: «Bah, voilà, j'ai envie de faire une formation», et il m'a dit: «Mais toi, tu veux quoi?» et je lui ai dit: «Bah, je sais pas, je veux explorer le yoga». Il me dit: «Bah, tu qu'à aller en Inde, tu pas besoin de faire un TTC, et tu vas dans un ashram et tu pratiques». Et moi, dans ma tête, j'étais là: «Ouais, mais quand même, j'aimerais bien un truc un peu sérieux», et il m'a dit: «Bah, tu y vas, tu prends ton billet et tu fais tes trucs, tu pas besoin de diplôme». Et en fait, bon, je l'ai rajouté sur Facebook et je lui avais posé des questions sur le yoga et je me rappelle,
ces réponses étaient vraiment, un peu obscures pour moi et un peu, qui me titillaient un petit peu, je pense l'ego ou je sais p je me rappelle plus du tout et j'étais là: «Ah, lui quand même, il est quand même un peu, arrogant quoi». Et et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais faire ma vie, c'est pas grave, je vais pas suivre son conseil, je vais prendre ce qui me plaît», donc j'ai choisi cette formation-là et donc j'arrive en Thaïlande, j'arrive dans ce bel endroit de pratique en plein milieu de la jungle et là, il y a un cercle d'ouverture et tout et qui c'est qui arrive? Et ben, ce mec-là, il faisait partie de l'équipe de profs et j'ai fait: «Mais non!» alors et du coup et on s'est regardés et j'étais là: «Ah mais» et donc pendant 6 semaines, ça a été mon prof de hatha, heu et donc voilà, on s'est liés d'amitié. Depuis, j'ai compris qu'il aimait bien aussi titiller les gens, qui étaient dans une reconversion, pour savoir, ce qu'ils voulaient vraiment, quel était leur sens et qui voulaient pas non plus, comment dire? Orienter trop et que chacun, fasse lui-même son choix. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'il fallait qu'il soit dans un centre à Koh Phangan, en Thaïlande, heu, pile ici, alors qu'il y a à Koh Phangan, il y a plein de centres de yoga et que ça soit mon un de mes profs, c'était assez, rigolo. Bah, Voilà. c'est vrai que là, pour le coup, c'est une belle synchronicité et il t'a bien fait travailler ce que tu voulais pour toi finalement parce qu'il t'a inculqué d'aller autre part, Ouais. comme s'il avait pas envie que tu participes à cette formation et finalement tu t'es retrouvée avec lui à faire la formation, et c'était lui ton prof quoi. Donc c'est juste, ouais, c'est impressionnant et très marrant aussi. Surtout qu'il avait indiqué nulle part qu'il était là-bas, en fait. Oui. Donc enfin, même sur Facebook et cetera, c'était pas quelqu'un qui communiquait beaucoup sur les réseaux. Donc entre-temps, hein, je suis revenue sur les réseaux d'ailleurs. Heu, mais voilà, donc c'était assez amusant et franchement, j'ai passé un très, très bon moment parce que du coup, il y avait Mika qui parlait français, 2 de mes profs, un de philosophie, Alex et un yoga thérapie, Anton, qui était super et ma prof incroyable, donc qui est sud-africaine, qui s'appelle Vanessa Burger et heu, j'ai été vraiment très touchée par sa pratique et ses connaissances et elle a fait une formation plutôt, de tantrique, mais pas du tantra des années 90, plus, le tantra traditionnel, qui est, qui sont plus des techniques, que certains connaissent par le Kundalini, en fait, mais qui a été un petit peu modifié, avec la pratique actuelle du Kundalini, mais voilà, c'est ça qui m'a un petit peu lancée sur le chemin de tout ce que j'ai fait après, en fait, voilà, par elle. OK, d'accord et bah, du coup, ma prochaine question, c'est qu'est-ce que tu as fait après cette formation? Justement. Bah, du coup, quand je suis revenue, en fait, c'est une femme qui donne tellement de pouvoir aux gens. Alors déjà, j'ai relâché beaucoup, beaucoup de choses, hem, sur ma confiance en moi, parce qu'après un burn-out, on est quand même très déstructuré et le fait d'avoir passé 6 semaines là-bas, j'ai fait des nouvelles rencontres, des nouveaux amis, des gens très proches maintenant alors que bon, finalement, je les connaissais pas tant que ça, mais pile à ce moment-là, ils renvoyaient quelque chose, en effet miroir, de tous, on se renvoyait quelque chose et donc c'est vrai que vivre une formation, de yoga, c'est très puissant au niveau des rencontres et au niveau, de tout ce qu'on libère et tout ce qu'on soigne, on va dire et c'est vrai que, déjà Vanessa à l'époque, elle nous avait beaucoup orientés dans tout ce qu'on voulait faire plus tard et elle était elle est enfin assez délurée, pour un exemple, par exemple, quand on est arrivé le premier jour pour nous expliquer que le shala, donc l'espace de pratique, devait être propre, heu, elle a léché le sol en disant: «Je veux qu'il soit toujours aussi propre». Donc elle était vraiment, très, très libre, on va dire et du coup très inspirante parce que, à côté d'elle, on se sent toujours tous un peu coincés dans la vie. Par exemple, quand elle parlait, elle laissait parfois s'échapper un rot en disant namasté derrière. Enfin, elle était vraiment, sans complexe,
très libre dans son corps, très libre dans son esprit. Et en fait, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça, en fait? Pourquoi elle est aussi libre?» Et donc du coup, elle a insufflé beaucoup de de lâcher prise chez moi et surtout beaucoup, de force, parce que quand je suis arrivée à Paris, j'avais tout de suite, envie de tester et donner des cours. Et du coup, quand je suis revenue, direct, j'ai donné des cours, à des particuliers, j'allais beaucoup en studio pour découvrir d'autres pratiques d'ailleurs et heu et très rapidement, en fait, j'ai eu des places, dans des studios. J'ai remplacé des profs que je ne connaissais pas, hein, mais qui apparemment étaient des profs de profs, et du coup, j'ai beaucoup de chance, là-dessus et très vite aussi, j'ai eu envie de continuer à me former. Donc c'était en 2017 ou 2018, je me rappelle plus, où j'ai commencé à vraiment enseigner à Paris. Heu, si, c'était 2018, je crois. Et à la fin de l'année, j'avais envie donc de repartir et j'avais demandé à Vanessa, quel, heu, quel ashram tantrique elle me proposerait. Et donc, comme la plupart des profs, elle ne m'a pas dit. Elle a dit de chercher par moi-même. Donc j'ai cherché par moi-même, par, internet aussi. J'allais sur, Google Maps et je cliquais sur tous les ashrams comme ça que et je regardais les images qui étaient pas forcément sur un site comme Book Yoga Retreat, ou juste, je je faisais des traductions sur Google et j'essayais de chercher, quelque chose, un site qui était, bah, peut-être, en ligne mais pas, référencé, et je trouvais vraiment pas grand-chose. Et puis par hasard, je suis tombée sur un ashram et je me suis dit: «Tiens, ça a l'air pas mal». Ça s'appelait, Shri Kali, et donc je me suis dit: «Tiens, je vais aller là-bas». Et donc j'ai demandé l'avis à Vanessa parce que je voyais qu'elle suivait cet ashram-là sur, Facebook. Elle m'a dit: «Écoute, je veux pas me prononcer, à toi de voir, c'est ton chemin». J'ai dit: «Bon, bah, OK». Et et du coup, mon copain avait un petit peu de temps, il était en année de césure entre deux choses qu'il faisait, et il a dit: «Bah, je viens avec toi, on va le faire ensemble». Et c'était au Cambodge. Et je sais pas, je me sentais pas trop, encore motivée à aller là-bas, donc j'ai continué un petit peu à regarder, et au moment où on s'est dit: «Allez, tiens, on y va», et ben, l'ashram s'est déplacé, parce qu'ils étaient en Inde, en fait, et ils se sont déplacés parce qu'il y a une autoroute qui a été construite, en plein milieu de l'ashram, et en fait, ils se sont déplacés au Cambodge et apparemment ça leur a pas plu, et du coup, ils ont un nouvel endroit. Ils se sont déplacés en Thaïlande, à Koh Phangan, juste au-dessus de là où j'étais. Et là, j'ai fait: «Mais c'est incroyable!» Ils ont, en fait, réutilisé un ancien hôtel qui était abandonné. Il y avait énormément d'espace et c'était vraiment tout en haut d'une jungle. Fallait y accéder, par la forêt. Il y avait pas de route, et on était très isolés là-bas, et donc on est restés 3 mois, et une pratique très, très méditative, qui m'a encore plus remis en question, parce que toute la pratique, enfin la pratique en tout cas qui était enseignée, ça s'appelle Tridosha Balance. Donc c'est un je pense que c'est un mix un petit peu inventé par la personne qui a créé cet ashram, ou peut-être pas. En tout cas, elle disait que c'était une transmission ancienne et tout. Et donc c'était un yoga, que par la suite j'ai compris qui était, un peu hormonal, parce que je me suis formée au yoga des hormones, et toutes les postures, presque dans le même enchaînement, se retrouvaient. Donc c'est vrai que donc ils appelaient ça un yoga tantrique parce qu'entre chaque posture, il y avait un shavasana, donc c'est une posture de relaxation, avec les jambes très écartées, les bras très écartés, et on faisait aussi beaucoup d'énergétique, beaucoup de respiration, beaucoup de bandha, donc c'est des verrous énergétiques du corps. Donc c'était des pratiques très avancées pour le coup. Quand je dis avancées, c'est vraiment, avancées pas au sens où on fait des inversions, mais c'est vraiment avancé au sens énergétique, et donc et c'était très, très intéressant. Enfin, je saurais pas dire à quel point, là-bas, j'ai continué, de relâcher des choses, de me libérer des certaines choses,
Et une fois sur place, donc quand j'ai retrouvé Vanessa, je lui ai dit: «Bah, écoute, je suis à Sri Cali». Et elle m'a dit: «Bah, j'ai passé 1 an là-bas quand j'ai divorcé avec mon mari et du coup, j'ai passé 1 an à Sri Cali». Et elle m'a dit de faire attention parce que quand on est fragile là-bas, on y reste longtemps. Donc elle m'a dit que le yoga is fucking good, mais qu'il fallait faire attention, bah, à tout ce qui allait un peu trop loin au niveau psychologique, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de choses déstabilisantes. Heu, je saurais pas dire, mais c'est des techniques, de secte tantrique, secte pas au sens, mauvais, mais tout ce qui est tantrique est organisé en famille et en ça s'appelle Kaula. Donc et en fait, c'est très particulier comme système de fonctionnement. C'est un petit peu comme ça, j'y connais rien du tout en religion, mais il y avait un un des participants qui avait fait le pont entre ça et j'ai oublié le nom, mais heu, quand il y a des, formations de prêtres, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en fait, il y a un lien, dans un ashram tantrique, en fait, il y a rien qui est personnel. C'est-à-dire que tout ce qui se dit, est répété, au gourou. Il y a rien de privé. Hem, tout ce que tous les problèmes que toi tu abordes en discutant avec des gens et qui sont là depuis longtemps, ils vont les reporter à la communauté. En fait, c'est très, très spécial dans le sens où quand on est occidental, on se dit: «Bah, voilà, c'est une violation de la je sais pas, de la, propriété ou j'en sais rien». Et en fait, c'est très, très naturel dans ces ashrams-là, de pas avoir quelque chose qui est à soi, tout est à tout le monde et ça, c'était assez perturbant parce que dans un premier temps, quand on se confiait aux gens, on disait: «Voilà, je me sens pas mal à l'aise à ça». On l'abordait tout de suite le soir en grande question du soir et donc c'était très, très, ça paraissait ésotérique presque. On avait l'impression que les murs avaient des oreilles, que tout était écouté et on on n'avait pas vraiment totalement le droit de sortir de l'ashram. Enfin, c'était très, très déstabilisant, on va dire, il fallait être émotionnellement solide et j'avoue qu'après un burn-out, heureusement que je suis passée par la phase Vanessa et enseignement à Paris, sinon et heureusement qu'il y avait mon copain qui est très stable, heu et sans qui je pense que je serais restée un peu plus longtemps, voire trop longtemps là-bas. Voilà. OK. Après je ne crache pas sur, du tout sur cet ashram, il faut juste être solide, en fait, c'est tout. Voilà. OK. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, enfin, on sait quand même, que quand on va dans un ashram, on va être potentiellement coupé aussi un petit peu du monde et cetera. Donc là, tu nous expliques comment ça s'est passé en détail et je suppose que dans chaque ashram, c'est différent, mais il y a quand même cette notion de, voilà, on est enfermé, on est là pour soi, pour travailler sur soi et du coup, bah, on travaille vraiment sur soi, quoi. On fait pas semblant. Et du coup, après, quand, vous êtes rentrés, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as continué à enseigner? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Bah, en fait, on est vraiment parti à une période, c'est-à-dire décembre, Noël, fin novembre. Non, je sais plus, novembre, décembre, janvier, il se passe pas grand-chose, en général dans les studios et cetera à ce moment-là. Donc c'est vrai que quand je suis revenue, j'ai tout de suite eu du travail. On m'a tout de suite proposé des choses, mais c'est vrai que mon enseignement a changé. Déjà, j'étais vachement, enfin, j'étais vraiment plus relax au niveau de la vie, j'étais vraiment plus relax sur tout, en fait. Mon attitude face à la vie, j'avais une con enfin, j'avais et j'ai toujours d'ailleurs gardé une confiance inébranlable en tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'anxiété après, le burn-out, beaucoup de remise en question, beaucoup de pensées vers le futur et alors qu'après cet ashram-là, j'ai vraiment beaucoup relâché sur cette anxiété liée au futur et aussi, j'ai beaucoup relâché sur plein de questionnements. En fait, je ça m'a permis d'être très, détendue et relaxée face à la vie, en fait. J'avais vraiment la confiance que tout se passera bien et tout ce que je devais faire, j'avais juste à le faire
un petit peu comme on dit dans les Yoga Sutras, ou non, c'était dans, la Bhagavad Gita, je sais plus. Ne pas attendre le fruit, de ses actions. Donc je faisais les choses, on me proposait des choses et d'autres choses arrivaient, c'était tout naturel, et j'ai gardé ça maintenant, on va dire, depuis, et tout ce que je fais, heu, quand je pense pas à, on va dire, une contrepartie, je sais pas, de visibilité ou, d'argent, et ben, tout s'aligne, tout se met en place, et tout est naturel. Donc à partir du moment où j'ai lâché des mécanismes de la société occidentale et des inquiétudes de ça, bah, en fait, tout s'est aligné. Donc les les studios, qui étaient plus alignés avec moi, bah, naturellement, ils m'ont pas recontactée, des nouveaux m'ont recontactée et ainsi de suite. Et en fait, j'ai vraiment mis l'enseignement, qui m'a été transmis dans cet ashram dans, dans ce que j'enseignais. Donc beaucoup plus moins, rigide dans les alignements, beaucoup moins dans, dans enfin dans tout ce qui était un peu rigide au niveau du yoga, on va dire, je l'ai relâché, et ça m'a beaucoup permis de relâcher aussi de tout ce que j'avais de la danse. Et en fait, je me suis vraiment, vraiment relaxée, quoi, et ça m'a permis, en fait, d'explorer un peu plus, toutes les pratiques, très, détendues comme le yin. Et du coup, ça m'a intéressée de me former, dans, ces pratiques-là, le restauratif, le yin, alors c'est pas du tout pareil que ce qui m'a été enseigné dans le l'ashram, mais en tout cas, c'était moins, je me serais pas orientée vers de l'ashtanga ou de l'iyengar, quoi, on va dire. Voilà. Plus dans tout ce qui est thérapeutique, cool, détente, voilà, et ça m'a conduit à refaire une formation assez rapidement, sur 2 ans, un deuxième 300 heures donc, et à Yoga Vision à Paris. Hem Et il y avait un programme de yoga de la femme, yoga des hormones, yin yoga, restaurative, il y avait du kundalini, mais du kundalini, tantra, donc des méthodes anciennes tantriques classiques, ayurveda. Et donc c'est vrai que c'était la formation idéale pour moi, et ça me permettait, 1 fois par mois, d'apprendre et d'avoir un suivi régulier. Et donc voilà, donc j'ai continué à enseigner, j'ai continué à explorer, et j'ai fini ma formation, l'année dernière en avril, donc voilà, c'est la fin des 2 ans, ça s'est fait l'année dernière. Je sais pas si je réponds OK. vraiment Si, bien à si, la bah, question. c'est la suite, logique, de ce que toi tu as vécu, donc il y a que toi qui peux le raconter. Super, non mais c'est hyper intéressant de voir, vers où tu as souhaité t'orienter et du coup, je voulais, aussi parler du lieu que finalement tu as créé en lien avec tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé? Bien sûr, alors, c'était pas du tout prévu. Alors beaucoup ne me croient pas, mais c'est vrai parce que beaucoup de mes amis pensaient que je travaillais des années en secret, pour lancer ce truc-là et tout ça, et en fait, pas du tout. Vraiment, c'est quand j'ai annoncé qu'on allait, acheter une maison, c'était vraiment décidé, 2 mois avant, quoi. En fait, évidemment, c'est quelque chose, qui a été très puissant chez tout le monde, c'est le confinement. Heu, j'avais enfin, ça faisait depuis 2019, non, je sais plus, je saurais pas dire, mais j'ai commencé des retraites. Oui, je crois que c'est en 2019. En 2019, j'adorais l'idée de rencontrer des gens durant un week-end, et j'avais commencé à faire des petites retraites. Hem J'ai, quelqu'un qui m'a juste contacté un jour par téléphone en me disant: «Ça te dit de faire des retraites dans une maison?» Et moi je cuisine, et j'ai dit: «Bah oui». Et en fait, on a commencé à travailler ensemble. Heu, c'est une personne qui a une maison en Normandie, et qui est un vrai artiste culinaire. Il est à moitié japonais, à moitié, chinois, et en fait, il a beaucoup d'inspiration asiatique dans sa cuisine. Et c'est quelqu'un qui est vraiment à fond dans la nutrition, c'est-à-dire qu'il a lu à peu près tout, enfin tout ce qui est possible et imaginable dans la nutrition. Et c'est vrai que donc j'ai fait,
14 séjours avec lui, donc c'est quand même pas mal et 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 du coup, donc oui, pardon et on a fait 14 séjours ensemble et au moment du confinement, il a dit: «Non mais» il nous a appelés, il nous a dit: «Non mais vous allez pas rester dans votre petit appart de 30 carrés, venez chez moi», parce qu'on s'était un peu liés d'amitié au final. Mon copain qui était déjà, très intéressé par la cuisine et qui venait souvent, m'accompagner aux retraites et pareil, il s'est lié d'amitié avec cette personne et il nous a dit: «Bah, venez» et on s'est dit: «Bon, bah, on y va, on y va» et c'était parti pour 2 semaines et finalement, on est resté 3 mois en Normandie dans sa grande maison et c'était le moment où on s'est beaucoup recentrés. Lui, il a un énorme chalat, donc j'ai pu faire du yoga. C'est là où j'ai commencé à faire des vidéos aussi de yoga en ligne et et en fait, ça s'est très, très bien passé, sauf que la cohabitation, ça a été un petit peu difficile vers la fin et on s'est dit: «Tiens, et si on regardait des maisons ici, en Normandie?» Et donc on a commencé à regarder des maisons en Normandie et il y avait pas mal de propositions et en fait, c'était vraiment une vague idée, hein. C'était l'idée de peut-être, vivre à Paris et voir cette maison, et la retaper et faire quelque chose et d'avoir quelque chose à soi. Parce que la personne chez qui on était avait son propre univers, très particulier, très ésotérique, et très spécial parfois qui peut être un peu déstabilisant et donc moi je me suis dit: «Moi j'aimerais bien avoir mon propre univers et accueillir les gens chez moi avec mes objets». Parce que lui il avait parfois des objets un peu, effrayants, qui mettaient pas très à l'aise les gens et j'avais pas envie de ça en fait et et du coup donc mon copain qui cherchait pas mal, heu, on regardait sur le Boncoin et par une erreur de géolocalisation sur son ordi, en fait, le Boncoin était toujours géolocalisé à Paris. On est tombé sur cette maison. Il a dit: «Ah mais regarde cette maison et tout, c'est incroyable cette, verrière et tout». J'ai dit: «Non mais c'est un truc de malade, vas-y on envoie un texto» et on a envoyé un texto et on a reçu plein de photos et là on regardait le truc et on s'est dit: «Non mais c'est pas possible, c'est l'endroit idéal». Parce que, eux, la véranda, elle était très, très chargée, c'était leur salon. Donc il y avait une table, il y avait des arbres à chat, il y avait des aquariums, enfin il y avait plein de choses et moi j'ai tout de suite imaginé quelque chose où on peut pratiquer devant la nature et en fait, à l'époque, donc il y avait les 100 kilomètres où on pouvait pas dépasser. En plus, on était coincés dans ce village en Normandie, on n'avait pas de voiture, parce que c'était un choix de pas avoir de voiture, un choix écologique. Mais là, pour le coup, on était vraiment, vraiment coincés et donc la personne chez qui on habitait ne voulait pas nous amener à la gare et puis on voulait pas vraiment lui dire qu'on était en train de faire quelque chose comme ça. Voilà, parce que je sais pas, on n'avait pas envie qu'il le prenne mal, qu'il imagine qu'on travaillerait jamais ensemble et tout, voilà. Spoiler, on est restés amis, hein. C'est ce Et que du j'allais coup demander. oui, oui, on est restés amis, on a eu un petit période de froid mais qui s'est vite dissipée. Et du coup, on a acheté une vieille Twingo, la seule qui était sur le Bon-Coin, sur la place de l'église et on avait vraiment pas le choix, c'était juste ça. On est montés dans la voiture et on est partis, on a fait vraiment un aller-retour. On a dit, à Nicolas donc il s'appelle Nicolas, heu, que voilà, on avait un truc à faire à Paris et tout et on a visité la maison et là, c'était vraiment, le coup de cœur. C'est-à-dire que quand on est rentrés dans la maison, bah, moi, je me suis sentie chez moi. C'est vraiment bizarre comme sensation, mais c'est la première fois dans un endroit où je rentre chez moi, en fait et c'est très, très spécial comme sensation. C'est comme si on allait dans une ville ou je sais pas, dans une maison et comme si on avait un flashback, comme si on a toujours été là et à partir de ce moment-là, de cette sensation-là, et ben, on a je sais pas, tout est allé beaucoup trop vite, mais on s'est dit qu'on voulait absolument avoir cette maison. Donc on a fait des nuits blanches, on a fait des business plans, j'avais jamais fait de business plan de ma vie. Alors j'avais contacté toutes mes copines ou tous les gens que je connaissais qui avaient déjà fait un business plan et une personne qui m'a enfin, c'est à ce moment-là que j'ai d'ailleurs noté tous les gens qui étaient très,
dans l'entraide. Et dans le milieu du yoga, il y a la Ondine qui a créé la marque Yoga Matata, qui m'a filé son business plan et elle m'a dit: «Non mais vas-y, prends-le, inspire-toi, fais quelque chose». Et donc du coup, je suis partie de son business plan. Alors ça va rien à voir, hein, parce que vendre des tapis et ouvrir une maison, holistique, c'est différent. Mais en tout cas, ça m'a énormément aidée à construire quelque chose et on est allé voir plein de banques. Et donc notre projet, était assez solide et en fait, on s'est fait un petit peu aider aussi par, le père de mon copain, qui est un ancien banquier et qui nous a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire pour avoir un prêt. Et on a fait un montage, on a créé une SCI, donc on a fait tout un truc pour pouvoir avoir la maison sans apport. Parce que honnêtement, moi, j'avais 0 sous de côté, mon copain non plus, et on avait, aucune manière d'acheter une maison de cette taille-là et de ce prix-là. Ça relevait presque du miracle et on a réussi à l'avoir. Alors par ce biais-là, par ce montage-là. Et on est allé voir des comptables qui nous ont fait un prévisionnel et tout ça. Et donc ça paraissait vraiment très, très, très solide comme projet. Et comme j'avais déjà fait ces 14 séjours et j'avais des photos, et mes séjours étaient tout le temps, remplis, et ben, ça a beaucoup rassuré, les banquiers et qui avaient vraiment des preuves tangibles que en fait, ça pourrait marcher. Une maison à 35 minutes de Paris et qui accueille des séjours, de holistique, bien-être et yoga, c'était totalement, ce qui pourrait marcher. Je pense que ça aurait limite moins marché si on avait l'idée d'acheter en Normandie ou dans la Creuse, parce que là, pour le coup, on enlevait un petit peu tous les freins que les gens pouvaient avoir pour aller à un séjour de yoga, c'est-à-dire prendre le train, prendre une navette, toutes les complications liées en fait, à des séjours qui sont un peu loin. Et du coup voilà, on a eu la maison, on l'a visitée en mai, on l'a revisitée en juillet et on a signé fin août. Donc voilà, c'était vraiment pour le coup rapide et complètement improbable, quoi. C'est, du on s'est fait projeter du 32 carrés dans le 20e à Paris à 220 carrés dans cette maison, à Ris-Orangis, donc voilà. OK, c'est vraiment génial et je vois exactement ce que tu veux dire, pour, quand tu parles de rentrer dans une maison et avoir l'impression qu'on y a toujours, habité ou enfin, en tout cas, avoir ce coup de cœur parce que j'ai eu exactement la même chose, quand on est arrivé et qu'on a pris notre maison sur la région orléanaise et c'était donc, juste avant le confinement. Nous, pour le coup, c'était en août 2019 et on a aménagé en décembre 2019 donc et on s'est dit que les étoiles avaient été là pour nous. Donc, je comprends exactement ce que tu as ressenti et je trouve ça merveilleux parce que du coup, enfin, moi, je suis particulièrement ce que tu fais depuis que vous avez la maison et on voit tout ce que vous avez accompli et ça marche. Même après le fait qu'il n'y ait plus eu de confinement, donc les gens continuent à venir, tu continues à pouvoir donner tes cours, à recevoir aussi des profs de yoga pour leur retraite, donc je suppose à louer le lieu pour des retraites et pas seulement organiser tes retraites à toi, donc c'est vraiment génial. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce que tu as envie de faire après ça? Est-ce que tu as d'autres projets en lien ou non avec cette maison? Alors, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que j'étais entrepreneur, donc pendant 10 ans, donc j'ai changé de statut entre-temps. Avant, c'était dans l'art, après c'est dans le yoga. Mais j'ai changé de statut en septembre, donc j'ai créé ma SARL unipersonnelle. Donc c'est beaucoup de changements au niveau administratif et aussi c'était, la SARL, qui est liée à l'activité de la maison. Et donc c'est vrai que on va dire que là, c'est les 6 premiers mois de l'activité de la maison. En fait, on a ouvert la maison un peu plus tôt. On a ouvert la maison, en juillet, juillet donc 2021. Et donc là, on nous dit toujours que les 3 premières années d'un business, c'est les plus compliquées. C'est là où on travaille le plus, c'est là où il faut que ça soit rentable et puis c'est surtout qu'on s'est engagé pour 20 ans, à à payer la maison donc en vrai, on peut pas là, si demain on a envie de s'arrêter 2 mois,
et il faut quand même qu'on ait les moyens de le faire. Donc pour l'instant, l'idée, c'est déjà que la maison, heu, puisse fonctionner d'elle-même, c'est-à-dire, heu, recevoir, des gens, avoir, rien que le studio de yoga, par exemple, avec, Omicron en décembre, ça s'est beaucoup, vidé. Donc j'ai eu beaucoup de cours en ligne, mais moins en studio, et là, je remarque seulement que, on va dire, là, depuis février, les gens commencent à vraiment retourner en studio, un petit peu, et j'ai des gens qui sont venus en juillet, août, qui reviennent, par exemple. Et là, je commence à avoir mon petit noyau, de gens, locaux. Donc je donne des cours du lundi au jeudi, pour les locaux, et les week-ends sont consacrés donc aux événements, soit des séjours type retraite sur un week-end, soit des retraites à la journée, soit, des événements plus courts comme un brunch in yoga, et donc aussi la location. Mais alors je suis un petit peu, je dirais pas que je suis difficile pour la location, mais j'ai très envie que les gens puissent, rencontrer la maison avant de la louer. Que c'est pas juste un bien, comme ça qu'on loue, sur Airbnb ou j'en sais rien. On se dit: «Ah bah tiens, cette maison elle me plaît bien, je vais la louer». En fait, j'ai vraiment envie que les gens aient envie d'y être et que la maison a envie de les recevoir. Et en fait, le tri se fait assez facilement, heu, parce que des demandes, je suis très heureuse, mais on en a beaucoup, mais elles s'autofiltrent elles-mêmes. C'est-à-dire, quand on m'envoie un texto à minuit, «Je veux louer votre maison, vos conditions SVP», en fait, c'est non. Tu réponds pas. Ça non. Mais par contre, voilà, Juliette, on avait fait notre première retraite ensemble, et à la maison, c'est elle qui nous avait motivés à lancer nos retraites alors qu'on n'avait pas encore, officiellement ouvert pour ses élèves et pour mes élèves, et c'est elle qui nous a vraiment motivés à nous lancer alors que les choses n'étaient pas trop finies, et en fait, elle a voulu recommencer, l'expérience, donc revenir, mais cette fois-ci faire sa retraite elle-même. Et donc, la semaine dernière, elle a loué le lieu, et puis il y a eu d'autres professeurs avec qui ça s'est super bien passé. Soit on se suit sur Instagram, soit on s'est rencontrés dans la vie, et c'est des gens qui ont des vrais coups de cœur pour la maison, et je le sens, en fait. Quand ils m'écrivent ou quand ils me le disent. Là, on a quelqu'un, une femme qui a un studio de yoga à Paris, qui m'a appelée, elle dit: «Voilà, j'ai un coup de cœur, j'adore, je veux absolument», et je le sens que c'est vraiment viscéral, et quand on se parle au téléphone, c'est naturel et il y a pas de problème, et donc c'est un peu un filtre intuitif et injuste, mais mais c'est comme ça que je veux que ça fonctionne, en fait. Et donc la prochaine étape pour moi, donc c'est un, que ça fonctionne naturellement, donc qu'il y ait son petit public, dans le studio, et en fait, le studio à la base, c'était vraiment un petit plaisir pour moi, et je me suis dit: «Bon voilà, c'est pas obligatoire on va dire dans le fonctionnement de la maison, mais j'ai quand même envie d'avoir mon studio». Voilà, c'était mon petit, et finalement, je me rends compte que c'est important, et que les gens du coin ont vraiment pas d'endroit, où pratiquer le yoga ou faire de la sonothérapie, et que ça leur plaît vraiment, et il y a beaucoup de gens qui, en fait, sont arrivés au studio sans avoir jamais fait de yoga, et ils ont commencé ici. Donc la prochaine étape, c'est aussi, j'ai une amie qui a ouvert son agence de com et qui va nous accompagner. Donc jusqu'à maintenant, on a tout fait du bouche à oreille. J'ai tout fait moi-même, heu, tout ce qui est site, tout ce qui est truc de réservation, tout ce qui est flyer, enfin tout ce qui est com, je m'en suis occupée. Mais là, j'ai envie d'aller, un petit peu au niveau, supérieur, à savoir me faire accompagner par des professionnels, et que là, là ça va, là je pense que rien que le fait, justement de dire que la maison existe, va permettre, de passer à une étape supérieure. Ça, c'est sûr. Je sais qu'il suffit, d'un article pour changer les choses, et là, par exemple, le maire de la ville est venu visiter, la maison, et du coup, il nous a envoyé, quelqu'un pour écrire un tout petit truc. Voilà, comme quoi il y a une maison qui a ouvert,
Et en fait, à partir de là, on a reçu l'article dimanche dernier et il y a déjà des gens qui viennent cette semaine par rapport à l'article. Donc je me dis, si à un niveau local, sur une toute petite gazette, il y a déjà des retours comme ça, sur un accompagnement de plusieurs mois avec une vraie agence de com, un dossier de presse, etc. Bah, j'ai envie vu qu'on a un concept qui est un peu unique, j'ai envie de l'asseoir maintenant. Parce que je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup et j'ai beaucoup de profs qui m'ont dit: «C'est super inspirant, je veux faire la même chose». Allez-y, mais j'ai quand même envie que ça reste unique, que la Maison des Marronniers soit cet endroit unique et que, on va dire, bah, voilà, qu'on se fasse voir, via, bah, des articles ou je sais pas, une émission, j'en sais rien, mais que les gens puissent connaître ce lieu autrement que par le bouche à oreille à partir de maintenant parce que je me sens prête à le faire. Voilà. Mmh. C'est super. Et puis, enfin, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que déjà, tu as fait un énorme travail et tu avais des bases de communication. Donc, ça a quand même vachement aidé, à mon avis, à propulser. Tu étais déjà ancré dans ton domaine du yoga. Donc, ça venait ajouter une corde à ton arc. Et je pense que déjà, la crédibilité que tu as aujourd'hui avec ce lieu et avec ton enseignement aide beaucoup. Après, c'est sûr que ce que tu as prévu de faire par la suite aidera encore plus, je l'espère. Mais en tout cas, c'est ce que tu vises et on te le souhaite. C'est des beaux projets, développer cette maison et qu'elle s'autogère finalement, ce serait super. Pour du coup terminer cet épisode, parce que ça fait presque déjà 1 heure qu'on parle sans s'en apercevoir, je voulais savoir si tu avais quelque chose que tu voulais rajouter, peut-être un message que tu as envie de faire passer. Alors j'aime bien parler de dédicace, mais c'est aussi ce moment où on peut donner une citation, quelque chose qui nous parle, que tu as envie de transmettre. Ah, j'ai surtout envie de remercier les gens qui nous ont aidés, avec la maison. Notamment, bah, Ella Hermé, une photographe qui nous a fait toutes les photos de la maison, Johan, qui nous a fait notre logo, heu et Maxime qui est en train de faire notre site. Hem, Tous ces gens en fait qui nous ont aidés, heu, d'une manière ou d'une autre à faire que cette identité existe et qu'elle nous ressemble et tous ces profs qui nous ont fait confiance, pour louer la maison déjà et donc ça c'est pour moi c'est vraiment important, comme on va dire dédicace et heu et voilà comme mot de la fin je pense que ce qui fonctionne c'est la communauté et beaucoup de gens me disent: «J'adore, ce que vous avez fait, avec ton compagnon», qu'on n'a pas cité d'ailleurs, mais bon, qu'il est là, et qui entièrement partie du projet et ben, ces gens-là se lancent, en fait et se et que voilà, qu'on a envie que ce projet puisse en inspirer d'autres et que les gens n'aient pas peur de se lancer, voilà. Ça, c'est important parce qu'on m'envoie souvent, des messages en disant: «Oh j'adore ce que tu fais, c'était mon rêve» mais vas-y en fait et Mmh. donc allez-y en fait, allez-y parce que, bah, la vie elle est courte et puis, on a le droit de se tromper et puis c'est en se trompant qu'on fait son chemin et aussi c'est en faisant que ça marche. Voilà. Mmh. Je suis d'accord avec toi et puis, voilà, c'est si on n'essaye pas, on ne saura pas si ça va fonctionner ou pas et puis, qu'est-ce qu'une erreur finalement? On va apprendre dans tous les cas et au pire, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, au pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer? Et on se rend compte que le pire du pire qui peut arriver, bah, finalement, on arrivera toujours à rebondir si jamais. Donc, voilà, autant essayer et réaliser ses rêves justement, ne pas les garder enfouis et au mieux ça marche et c'est génial et on s'épanouit. Bah, merci beaucoup en tout cas Elena pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui, pour ton temps, pour ta confiance et puis j'espère bah, à très vite, soit en visio, soit à la Maison des Marronniers, soit ailleurs. Bah, merci beaucoup et tu es la bienvenue, quand tu veux, tu peux, choisir, un jour et venir nous voir. Voilà, Ok, super, bah, merci beaucoup, à très vite. à très vite. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify, mais c'est aussi des messages privés, des commentaires.
Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Hâte de vous retrouver.